Mesdames et messieurs, bonsoir, 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. L'autorité nationale des élections assure que le vote pour les législatives se déroule sans problème lors d'une conférence de presse. Le chef de la diplomatie Badr Abdelghati se rend à Port-Soudan où il aura des entretiens avec de hauts responsables soudanais. Les Irakiens commencent à voter pour élire un nouveau Parlement. Et on commence notre journal avec la mise actualité où le vote pour les élections du Conseil des députés se poursuit aujourd'hui pour le deuxième et dernier jour de la première phase. Le scrutin est organisé à l'échelle de tous les gouvernorats, à l'échelle de 14 gouvernorats, sous la supervision complète de l'autorité nationale des élections qui a affirmé être pleinement prête à garantir la transparence et l'intégrité du processus électoral. Le premier jour des élections législatives a été marqué par une forte affluence des électeurs dans la plupart des gouvernorats égyptiens. Dès les premières heures du matin, de longues files d'attente se sont formées devant le bureau de vote, témoignant de la volonté des citoyens de participer activement à la vie politique de leur pays. Les Égyptiens, hommes et femmes, jeunes et âgés, se sont rendus massivement aux urnes pour exprimer leur choix en toute liberté et dans un climat de calme et de discipline. Cette large participation traduit le haut degré de conscience politique au sein de la société égyptienne et la confiance croissante dans le processus démocratique supervisé par l'autorité nationale des élections. Les observateurs ont souligné la présence remarquable des femmes et des jeunes, qui ont constitué un pourcentage significatif du corps électoral. Les campagnes de sensibilisation organisées sous le slogan « Ta voix est un devoir » ont joué un rôle essentiel dans cette mobilisation populaire en insistant sur l'importance du vote comme devoir national et moyen de soutenir la stabilité et le développement. Les médias nationaux ont relayé tout au long de la journée des images de citoyens se rendant aux urnes dans une atmosphère empreinte de patriotisme et d'enthousiasme. Dans plusieurs régions, des volontaires et des représentants de la société civile ont assisté les électeurs, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées, afin de faciliter leur participation. Le taux de participation enregistré au cours de cette première journée a été salué par les responsables comme un signe positif de l'engagement des Égyptiens envers leur pays et leur volonté de contribuer à l'avenir politique de l'Égypte. L'autorité nationale des élections a tenu aujourd'hui une conférence de presse au cours de laquelle elle a assuré que le vote se déroulait sans problème. Elle a assuré ne pas avoir reçu de plainte lors de l'opération de vote. Le conseiller Ahmed Benderi, le chef de l'appareil exécutif de l'autorité nationale des élections, a affirmé qu'un afflux remarquable d'électeurs avait été observé dans plusieurs circonscriptions, tout en soulignant que l'intensité électorale s'était concentrée essentiellement dans les sous-commissions qui se trouvent dans les régions d'où les candidats sont originaires et surtout le gouvernorat d'Assiout, d'Assouan et de Behira. Le chef de la diplomatie Badr Abdelghati s'est rendu aujourd'hui à Port-Soudan où il aura des entretiens avec des hauts responsables soudanais. Cette visite s'inscrit dans le cadre des perspectives de développement de la coopération entre l'Égypte et le Soudan et à échanger les points de vue sur les évolutions de la crise soudanaise. Elle portera aussi sur les moyens de soutenir les efforts déployés pour parvenir à un règlement global garantissant la sécurité et la stabilité du Soudan. Un Palestinien a succombé à ses blessures suite à des tirs de l'occupation israélienne. L'armée d'occupation a poursuivi ses opérations de destruction des maisons et des perquisitions dans la bande de Gaza, notamment dans la région de la ligne jaune que l'occupation a déterminée pour contrôler 52% de la superficie de la bande. L'armée d'occupation israélienne a également lancé des raids sur des régions à l'est de Khan Younis. Cadre des efforts égyptiens visant à faire pénétrer les aides humanitaires dans la bande de Gaza, le Croissant Rouge égyptien a annoncé aujourd'hui le lancement du 70e convoi de Zaid el-Aizza
de l'Égypte à Gaza, qui groupe un nombre de camions transportant des aides urgentes au territoire palestinien. Le convoi transportant des produits alimentaires, des carburants, des fournitures médicales et des médicaments dans le but d'assurer les besoins des Palestiniens à Gaza et de soulager leurs souffrances. L'occupation israélienne poursuit son agression contre la ville de Jenin et son camp de réfugiés pour le 295e jour consécutif. À l'aube, les soldats ont envahi le village de Beit Nouya à l'ouest de Ramallah en Cisjordanie occupée et lancé des bombes sonores et des bombes à gaz. L'agence de presse palestinienne a affirmé que les forces de l'occupation ont envahi le village de Hossan à l'ouest de Beit Lahm et ont arrêté un enfant après une incursion dans la maison. La deuxième phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, à l'heure où Washington cherche à s'assurer du maintien de la trêve. Entré en vigueur le 10 octobre sous pression américaine, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a permis de réduire considérablement les violences à Gaza, de libérer les prisonniers palestiniens et presque tous les otages israéliens. Benjamin Netanyahu et Jared Kushner ont discuté de l'avenir de la deuxième phase de ce plan qui comprend le désarmement du Hamas, la démilitarisation de Gaza et la garantie que le Hamas n'aura plus jamais aucun rôle à jouer dans l'avenir du territoire. C'est ce qu'a précisé le porte-parole du Premier ministre israélien. Le président américain Donald Trump a reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche le président syrien Ahmad al-Shara. Il s'agit d'une première visite d'un chef d'État syrien depuis 1946. Le département a annoncé à l'occasion de cette visite historique une nouvelle pause des sanctions américaines. La présidence syrienne a publié un communiqué accompagné de quelques photos indiquant que les deux dirigeants avaient évoqué des manières de développer et renforcer la relation bilatérale ainsi que plusieurs sujets régionaux et internationaux. Pendant la visite, la Syrie devait également signer un accord pour rejoindre la coalition internationale menée par les États-Unis, selon l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barak. Les Irakiens ont commencé aujourd'hui à voter pour élire un nouveau Parlement. Plus de 21 400 000 électeurs sont appelés à départager plus de 7 700 candidats, dont près de tiers des femmes, pour occuper 329 sièges de députés au mandat de 4 ans. Les femmes doivent obtenir au moins un quart des sièges du futur Parlement selon un système de quotas, tandis que 9 sont réservés aux minorités. Seuls 175 candidats indépendants sont en lice, la loi électorale étant presque comme favorisant les grands partis. L'actuel Premier ministre Mohamed Shia Soudani, qui mise sur un second mandat, espère une victoire. Les bureaux de vote doivent rester ouverts jusqu'à 18 h. Les premiers résultats sont attendus dans les 24 heures qui suivront la fin du scrutin. Une attaque de drone russe a tué une personne et provoqué des incendies hier soir à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le conseil municipal dans la région de Kharkiv. Un drone d'attaque russe a par ailleurs touché hier un véhicule et blessé ses 3 occupants, dont un adolescent de 16 ans. La Russie, dont les forces sont mieux équipées et plus nombreuses, continue d'avancer dans l'est de l'Ukraine, notamment dans la région de Donetsk, où se concentre l'essentiel des combats. Hier, Moscou y a revendiqué la prise de 3 nouveaux villages. En parallèle, la Russie multiplie depuis des semaines des bombardements sur les infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainien. Et le ministre russe de la Défense a indiqué ce matin que 37 drones d'attaque ukrainiens avaient été interceptés au cours de la nuit sans faire mention de dégâts. Le Sénat américain a adopté hier un texte qui, une fois approuvé par la Chambre des représentants, lèverait la paralysie budgétaire après plus de 40 jours de shutdown, mais qui est source de dissension dans le camp démocrate.
Le ministre pakistanais de l'Intérieur a annoncé 12 morts et 27 blessés dans un attentat suicide aujourd'hui devant un tribunal d'Islamabad. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans les médias, survient sur fond de fortes tensions régionales avec l'Afghanistan et avec l'Inde. Selon le ministre de l'Intérieur, l'assaillant a attendu à l'extérieur du tribunal avant de déclencher son engin explosif près d'une voiture de police. À la suite de l'attentat, les forces de sécurité ont bouclé le secteur qui abrite plusieurs bureaux du gouvernement. Le Pakistan est confronté à une résurgence d'attaques qu'il attribue notamment à des groupes armés qui se cachent selon lui sur le sol afghan. Le ministre de l'Intérieur a noté que l'attentat suicide d'Islamabad s'était produit après une attaque dans une région frontalière de l'Afghanistan hier soir. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Khalid Abedi, a déclaré que Téhéran souhaitait parvenir à un accord nucléaire pacifique, ajoutant que l'Iran cherchait à acquérir l'arme nucléaire, mais elle ne fera aucun compromis en ce qui concerne la sécurité nationale. Zadeh a souligné que Téhéran avait reçu des messages contradictoires de Washington et que son pays est fier de son programme nucléaire développé sur son territoire. Le ministre indien de la Défense a promis aujourd'hui que les responsables de l'explosion d'une voiture dans le cœur de New Delhi, qui a fait au moins 8 morts, seraient traduits en justice. Ce matin, des enquêteurs passés en peignant les débris d'une voiture sur les lieux de la forte explosion qui s'est produite lundi soir. Si aucune cause n'a été évoquée officiellement, la police a indiqué que des agences de lutte contre le terrorisme étaient chargées de l'enquête. Si la piste d'une attaque venait à être confirmée par les enquêteurs, il s'agirait de la plus importante depuis celle du 22 avril dernier au Cachemire, administrée par l'Inde, au cours de laquelle 3 hommes armés avaient abattu 26 civils de confession hindoue. Des secouristes philippins ont commencé aujourd'hui à nettoyer les ravages causés par le typhon Fong-Guang au moment où le niveau de l'eau baisse dans les villages inondés où le bilan monte à 18 morts. Fong-Guang, qui a entraîné l'évacuation de 1 400 000 de personnes, a été rétrogradé en violente tempête sur l'île voisine de Taïwan. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci de votre attention et bonne soirée.